Toujours. Alors, cette semaine, on va vous expliquer comment bien choisir le scanner qui correspond le mieux à vos besoins. Et Philippe, tu nous parles de... On pose de poser des oreilles sur votre ordinateur pour prendre l'Internet via le satellite. C'est fini les oreilles de lapin, là. C'est des... Oui, c'est une belle petite soucoupe, toute fancy, toute high technology. Oh oui, et tout en français aussi. Oui, monsieur. Alors, restez là, on vous revient tout de suite. Dans la chronique Les Indispensables cette semaine, Philippe, tu nous parles d'un logiciel. Pourtant, j'ai de la difficulté à avoir d'utilité parce qu'on parle de logiciels pour compresser des archives de fichiers, mais bon, il y en a déjà toute une panoplie, WinZip. À la tonne, à la tonne, à la tonne, des tonnes de copies. Puis ça énerve, merci beaucoup. Alors, ZipMagic. L'affaire qui est le fun avec ZipMagic, c'est qu'il va vous permettre d'intégrer finalement la gestion de tous vos fichiers zip avec l'interface de Windows. Un peu comme Millennium le fait, comme tu le disais si bien. Donc, qu'est-ce qu'il va vous permettre? C'est au lieu de double-cliquer et d'avoir le logiciel, comme par exemple WinZip ou ZipMagic, qui ouvre pour vous montrer vos logiciels, puis choisir l'extract, de le décompresser, excusez-moi, de l'extraire. Ouais. Donc, on peut le voir à partir du système de fichiers. Comme par exemple, ici à l'écran, dans Explorer, on peut voir ici que dans mes documents, j'ai un fichier qui s'appelle archive.zip. Ah, ben c'est avec un petit plus. Oui, que l'air d'un répertoire. Exactement. Donc, tu cliques dessus, et là, encore une fois, ben là, nous autres, on s'amuse un peu à faire des archives imbriquées. Donc, on a un autre dossier archive dans lequel il y a un autre fichier archive, puis là, qui contient deux fichiers qui sont compressés. Donc, et qui ont pourtant l'air, exactement, d'être dans le système de fichiers de Windows. Donc, on peut les utiliser, les décompresser, excusez-moi l'expression anglaise, mais on the fly ou immédiatement. De façon transparente. Exactement. Donc, ça peut être vraiment utile. C'est sûr que dans Millennium, on n'a pas besoin d'utiliser ça parce que ça fait partie intégrante du système d'exploitation. Mais pour les utilisateurs de Windows 98 ou 95, ça peut être quelque chose de très intéressant. Excellent. Alors, on trouve ça où? On va trouver ça ici sur le site web de ontrack.fr. Dans la section logiciel, on appuie sur ClickMagic et sur ZipMagic, excusez-moi, pardon, et on peut le retrouver là pour la modique somme de 39,95 US. Il est bien loin le temps où seuls les professionnels avaient les moyens de se payer un scanner ou, si vous préférez, un numériseur à balayage. Mais d'ailleurs, le terme scanner, Philippe, est tout à fait français. Ah oui? Tu savais pas ça? Mais avec un U. Tout à fait. Mais maintenant, tout le monde peut se payer pour environ une centaine de dollars un scanner qui va lui permettre de numériser des photos pour son site web ou encore des photos de voyage, par exemple, pour ceux qui ont le temps de faire des voyages. Des diapositives aussi? Oui, des diapositives. Mais là, par exemple, ça va peut-être prendre un scanner d'un peu meilleure qualité. Justement, tout dépend de vos besoins. Peut-être que vous voulez aussi scanner du texte, intégrer la reconnaissance optique de caractère à vos présentations PowerPoint, ainsi de suite. Donc, selon les besoins que vous allez avoir besoin d'un scanner un peu différent. Mais comment choisir le scanner qui correspond le mieux à nos besoins? Le plus cheap et le plus petit? Bien, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, en fait. Déjà, il faut distinguer les scanners grand public des scanners professionnels. Ici, on en a trois. Il y a deux scanners grand public, on pourrait dire, le HP ScanJet 3300C, qui est vraiment un modèle de base, vraiment de base, qui vaut autour de 125 à 150 $. Ça dépend. C'est pas cher. Non, c'est pas cher, effectivement. Et c'est un bon modèle dans cette gamme. Ça va quand même bien. Oui, tout à fait. Ici, on a un modèle Epson dont on a enlevé le couvercle pour des raisons qu'on verra tout à l'heure. Celui-là, c'est un milieu de gamme. Là, on parle d'entre 250 à 275 $. Donc, c'est pour des usages un petit peu plus précis. Et là, on a le monstre, un Agfa. Mais là, vraiment, ça, c'est un modèle professionnel. On va voir pourquoi celui-là vaut 800 $ à côté des autres. 800 $. Oui, alors il y a des raisons à ça. C'est 2 chèques de paye. Ça dépend de la paye. Alors, les principales différences qu'il va y avoir entre un scanner grand public et un scanner, disons, professionnel, sont de 3 ordres. D'abord, ce qu'on appelle les logiciels associés. Le logiciel associé, c'est souvent, d'ailleurs, la différence la plus importante. C'est le pilote Twain, qui est propre au scanner et qui dont va dépendre directement la qualité de l'image numérisée. Ça permet d'importer le pilote Twain, ça permet d'importer directement l'image numérisée dans une autre application pour le traitement, que ce soit dans Photoshop ou encore directement dans un logiciel de traitement de texte. Autre différence importante, la sensibilité à la lumière et aux couleurs. Cependant, entre les scanners grand public, il n'y a pas vraiment de différence majeure. Et enfin, il y a toujours la question de la résolution optique. On parle de la résolution réelle, évidemment. Physique.
sans calcul d'interpolation. Et ça, c'est un facteur auquel vous devrez faire très attention. L'interpolation. Quand on vous annonce une sorte de résolution, on va voir que ce n'est pas toujours exactement ce dont il est question. Ça ne correspond pas nécessairement à la résolution réelle du scanner. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de raison d'acheter autre chose qu'un scanner à plat. C'est-à-dire comme les trois modèles qu'on a ici. Jadis, il y avait les petits Logitech que tu prenais dans ta main et que tu scannais toi-même et que ta feuille avait de l'air dérangée. Oui, effectivement. Puis de toute façon, maintenant, il n'y a plus vraiment de différence de prix. Alors, ça peut être juste une question de portativité. Ou de... Ça coûtait 200$ ce scanner. C'est ça. Donc aujourd'hui, la moitié du prix, tu en as un flatbed. Mais tu en as des scanners comme ça qui se vendent autour de 100$. Là, c'est une question de portabilité. Ouais. Il y a également des scanners à défilement qui ressemblent un peu à des fax à tambour. Okay. Mais ça, c'est pas très pratique quand on veut évidemment numériser un livre, une photo ou une diapositive. C'est pas pratique. Vous avez cependant à décider quel genre de connexion vous voulez avoir avec votre ordinateur. Alors, il y a 3 choix. Là, tu as pris le plus gros. C'est un SCSI, évidemment. Un port SCSI, donc branché sur une carte interne SCSI qui va être dans l'ordinateur. Évidemment, ça, c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est évidemment ce qu'il y a de plus cher. Mais également de plus rapide. Alors, on peut voir le port SCSI. À l'écran, on voit les 2 autres sortes de connexions qui existent également. Il y a les scanners à port parallèle qui vont se brancher donc dans le port parallèle de votre ordinateur. C'est le plus économique. C'est pas nécessairement moins cher que celui qu'on branche dans le port USB, mais le problème, c'est que c'est beaucoup moins rapide. C'est aussi des scanners d'une technologie un petit peu plus ancienne. Autre problème avec les scanners qu'on branche dans le port parallèle, c'est qu'il peut y avoir des problèmes de configuration avec votre imprimante. Parle-moi-en de ça. Oui, j'en ai eu plusieurs problèmes à configurer une imprimante HP. Et avec un scanner HP qui sont supposés bien se parler, mais que ça va très mal. C'était pas si bien marié. Non, crime pas en même temps que tu scannes. Donc, le meilleur choix pour un scanner grand public, ce serait donc un scanner qu'on branche dans le port USB, qui est 2 fois plus rapide que le port parallèle, environ, et le scanner va vous revenir exactement au même prix. Il y a 3 ou 4 critères, en fait, principaux qui vont influencer votre choix de scanner. Le premier critère, c'est la résolution. Là, ça va d'environ 300 dpi à 2400 dpi pour des scanners, professionnels. Oui, 2400 et plus pour des scanners professionnels, mais ça va même jusqu'à 2400 pour des scanners grand public. Attention, quand on parle de DPI, ce qu'on entend par là, c'est... Dots per inches. Dots per inch. Des petits points par pouce, finalement. Exactement. Donc, c'est un acronyme anglais qui signifie le nombre de points qu'on va voir de façon horizontale par pouce d'image. Attention, vous allez parfois avoir des résolutions qui vont monter jusqu'à 9600 dpi ou à des valeurs complètement astronomiques. C'est louche. C'est pas que c'est louche, mais faites attention parce que ça ne correspond pas nécessairement à la résolution physique, c'est-à-dire optique du scanner. C'est ce qu'on appelle une résolution interpolée. Qu'est-ce qu'on entend par là, tu vas me dire? La question piège d'aujourd'hui. Voilà. Interpolé, c'est que finalement, votre scanner, au lieu d'aller prendre pixel par pixel, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va prendre un ensemble de pixels puis essayer de le séparer en plusieurs pour dire, finalement, ton image va être de meilleure qualité. Ça ne donne pas toujours de bons résultats. Pas nécessairement. Effectivement, c'est que ça insère des points. Ça prend 2 points contigus. Ça fait la moyenne des 2 points, puis ça en met un dans le milieu. Exactement. Donc, de façon horizontale. Ce qui fait qu'effectivement, comme tu disais, on multiplie le nombre de points horizontaux de notre image. Ça peut être utile quand même pour certaines choses. Quand on veut agrandir un document, par exemple, d'avoir le double du nombre de points, c'est pratique parce qu'à ce moment-là, quand on agrandit d'un facteur 2, même si ce n'est pas des vrais points qui correspondent à la vraie image, on a quand même suffisamment de points pour au moins avoir une image assez précise. Un autre point qu'il faudrait peut-être faire attention aussi, c'est lorsqu'on parle de scanner, il faut regarder la résolution dans les 2 axes. Souvent, on va retrouver des scanners qui vont dire « Ah, nous, on fait du 1200 dpi ». Mais c'est seulement sur l'axe horizontal. Alors, des fois, sur l'axe vertical, on va faire seulement que 300 dpi. Donc, à l'horizontale, vous avez une résolution écœurante, mais aussitôt que vous montez dans votre image, là, vous allez voir des petites lignes parce que la résolution n'est pas aussi bonne. Donc, c'est important de vérifier que vous avez la même résolution sur les 2 axes. Autre critère important, le nombre de passes. C'est-à-dire que vous avez 3 couleurs, comme vous savez, le rouge, le vert et le bleu. Donc, combien de fois le senseur optique va lire le document?
Habituellement, il va le faire en une seule passe, il va lire les 3 couleurs. Mais il peut arriver que sur certains scanners, il va y avoir une passe qui va correspondre à chaque couleur. Évidemment, ça ralentit beaucoup l'opération. Donc, on vous recommande évidemment un scanner à une seule passe. Troisième critère, c'est le nombre de couleurs. Alors là, ça correspond au nombre de couleurs que peut assigner le scanner. Ça ne veut pas dire non plus que c'est le nombre de couleurs que peut interpréter ou distinguer le scanner. C'est-à-dire qu'on peut avoir un scanner qui peut assigner des millions de couleurs, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va pouvoir distinguer visuellement ou optiquement entre 2 teintes de gris ou encore entre 2 teintes de bleu. On vous recommande au strict minimum un scanner 24 bits. Dans le cas des 3 qu'on a ici, on est rendu à beaucoup plus loin que ça. On est rendu ici à un scanner 36 bits, même pour un modèle d'entrée de gamme, à une centaine de dollars, à 42 bits pour le modèle milieu de gamme. Donc là, ça commence à donner déjà bon. une bonne panoplie de couleurs, une panoplie intéressante. Ben, alors, là, de toute façon, l'œil humain ne la voit même pas, la différence. Entre 36 et 42, là, on ne la voit pas, la différence. La seule chose qui est importante, cependant, c'est que quand on veut numériser des diapositives ou des négatifs dont la variété de couleurs est beaucoup plus importante que sur une photo imprimée sur papier, à ce moment-là, ça peut être utile d'avoir au moins un scanner 36 bits. Donc, de préférence, n'allez pas en dessous de ça. Évidemment, ce à quoi il faut faire attention aussi, ce sont les logiciels qui sont livrés avec votre scanner. Il y a des logiciels de reconnaissance optique de caractères. Faites bien attention, choisissez un logiciel de reconnaissance optique qui reconnaît les caractères français, donc accentués. Ce n'est pas toujours le cas. Non, et bien sûr, il y a des logiciels de retouche de photos qui sont habituellement livrés avec le scanner. Vous en avez déjà, faites bien attention, le scanner doit être compatible avec la norme Twain, comme on vous l'a dit plus tôt, afin que scanner et logiciel puissent communiquer tout à fait régulièrement et sans encombre. Alors restez là, on revient tout de suite après la pause, après les détails de notre nouveau concours. Côté 3. Il y a encore beaucoup de régions où ni le modem câble ni le modem LNPA, plus communément appelé DSL, ne sont offerts au public. Mais ces gens-là veulent aussi une connexion Internet à haute vitesse et... Philippe, qu'est-ce que tu fais là exactement? J'essaie de pogner l'Internet avec ma soucoupe, mais ça ne marche pas fort. Je pense qu'il faudrait essayer peut-être un autre genre de soucoupe. Donc, cette semaine, tu vas nous parler de l'Internet par satellite. Exactement. Bon. Pourquoi que je vous parle de ça? C'est parce qu'il y a un gros sentiment de jalousie parmi les internautes présentement. Il y a du monde en région qui sont jaloux de nous autres, qui avons le modem câble ou le modem haute vitesse de Bell. Et avec raison, parce que la haute vitesse, c'est quand même... Ben, c'est le fun, tu sais. Moi, je peux downloader des MP3, 150, 300 cas par seconde, mais quand je pense à mes cousins qui ont peut-être un petit peu moins de chance, un modem 28 pour 56 cas, effectivement, c'est plate. C'est pas juste. Ce n'est pas juste. Alors, nous allons combler ce sentiment d'injustice et nous allons y remédier. Ouais. Donc, c'est une technologie qui existe depuis un certain temps déjà. Oui, ça existe depuis un certain temps, mais ce n'était pas très connu étant donné les frais qui sont quand même dispendieux. OK. Bon. La première technologie qui date de quand même assez longtemps et que Bell ExpressView utilise présentement au Québec, c'est avoir le lien satellite unidirectionnel. Ah oui. Comment ça fonctionne? C'est qu'il faut avoir déjà une connexion Internet avec un fournisseur, comme par exemple Vidéotron, Bell ou Sympathico. Connexion téléphonique. Connexion téléphonique. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va prendre un abonnement chez Bell ExpressView qui va faire que, bon, on va installer un petit logiciel avec l'antenne satellite qui va être connectée sur une carte dans notre ordinateur. Et là, comme on peut voir ce graphique à l'écran, nous, on envoie par notre fournisseur Internet chez ExpressView notre demande pour aller sur Internet. Donc, on dit, bon, bien, on va aller voir tel site Web. Eux autres, ils font la requête sur Internet. Ils la ramènent et par le biais du satellite, vont nous la renvoyer. Ah oui, donc le télédéchargement ou le télé... C'est ça. Donc l'envoi de données téléchargement vers par le lien l'extérieur. connecté. Et on reçoit par le satellite. Donc, c'est quand même assez intéressant parce que ça nous donne des vitesses d'environ 400 cas par seconde et on nous garantit souvent un minimum de 150 cas par seconde pour télécharger. C'est quand même très intéressant. Oui, c'est très intéressant, mais il y a des petits désavantages au satellite. Ça peut être, oui, c'est le fun 400 cas, mais encore une fois, il faut faire attention. Bon, d'un, la météo. On nous garantit que, comme la télévision numérique par satellite, que c'est garanti à 99,5 du temps. Sauf qu'étant donné qu'au Québec, il y a souvent des tempêtes de neige, que la couverture nuageuse est souvent très épaisse, il peut arriver parfois qu'on perde notre lien.
Donc, il faut faire attention avec ça, mais ça ne devrait pas être plus, excusez-moi l'expression, mais plus gossant que lorsqu'on perd le modem câble de Vidéotron pour 1 heure ou 2 ou quelque chose comme ça. Et ça arrive. Oui, ça m'arrive. Et ça énerve, en tout cas. C'est sur Saint-Nom de conférence. Bon, donc, ça ne devrait pas être trop énervant. D'accord. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui commence à se développer aussi, c'est la connexion satellite bidirectionnelle. Ça, c'est un petit peu plus touché. Donc, oui, effectivement, c'est plus délicat parce que là, il s'agit d'envoyer et de recevoir les données à travers la connexion satellite. Oui, tout à fait. Bon, maintenant, c'est plus avantageux parce qu'on n'a plus besoin d'aucune connexion téléphonique. Donc, on prend une connexion unidirectionnelle vers, par exemple, un fournisseur Internet qui va nous... excusez-moi l'expression, mais qui va fournir, si vous voulez, le satellite, comme par exemple DirectPC. DirectPC, c'est une compagnie qui va faire les soucoupes et le matériel, et il y a des compagnies d'Internet qui vont utiliser le matériel de DirectPC pour nous le montrer. C'est le même genre de soucoupe qu'on a justement pour la télévision. Oui, exactement. Si on peut voir la page de DirectPC présentement à l'écran, on voit que la petite soucoupe, c'est à peu près comme une soucoupe d'ExpressView. C'est tout petit. Bon, là, à l'écran, on la voit, ça fait à peu près 2 pieds en largeur et à peu près peut-être 1 pied en hauteur. Donc, c'est vraiment minime. Bon, le fonctionnement du bidirectionnel, on va avoir 2 cartes dans notre PC. 2 cartes PCI, une carte pour envoyer le signal, une carte pour le recevoir. Donc, ça prend 2 câbles coaxiales qui vont partir de l'antenne satellite qui vont venir rejoindre notre PC. Bon, maintenant, comment ça va fonctionner? On envoie nos requêtes via le satellite, qui, lui, le redirige au NOC, si vous voulez, le Network Operations Center, qui, lui, va faire les requêtes sur Internet pour, ensuite de ça, nous les ramener. D'accord. Et ensuite de ça, il va les repasser par le satellite, il va nous revenir chez nous. Comme dans l'unidirectionnel, donc, pour ce qui s'en vient vers nous. Bon, de quelle vitesse on parle pour ce type de connexion-là? On va parler d'à peu près 400 à 500 cas de téléchargement, donc vers nous, ce qui est quand même pas négligeable, mais qui est plus rapide que Vidéotron même, et on nous garantit un minimum de 150 cas par seconde. D'accord. Donc, c'est pas pire. Vous voyez dans l'autre direction? Dans l'autre direction, on nous garantit 50 cas minimum par seconde et avec une vitesse de pointe d'environ 150 cas. C'est très raisonnable. C'est très raisonnable. Sauf que... il y a un mais. Exactement. On parlait de la météo tantôt, mais une météo, c'est négligeable comme effet ce que ça peut avoir. Sauf que, par exemple, si vous êtes un gros fan, excusez-moi, un grand fan plutôt de shooter games, des jeux comme Quake ou des jeux comme ça, où est-ce que c'est important d'avoir une connexion directe et rapide? Oui, la connexion descend très rapidement, mais c'est pas synchrone. Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va passer par le Network Operations Center, on va lui dire, va chercher l'information sur net et ramène-moi là. Sauf que, étant donné que c'est asynchrone, ben ton autre ami qui est à l'autre bout, lui, il peut te tirer, mais le temps que ça prend avant que ça revienne peut être assez long. Donc, il y a un délai de transmission. Mais une fois que la transmission est établie, là, ça va vite. Donc, il faut faire attention à ce point-là. Quelqu'un qui va surtout faire beaucoup de furetage, si vous voulez, sur le web, ça peut être très intéressant parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir une connexion immédiate. C'est vraiment immédiate dans les 2 directions. Exactement. Parlons de prix maintenant. Bon, les prix. Pour avoir une connexion unidirectionnelle, excusez-moi, comme Bell ExpressView nous le montre, aux États-Unis, c'est pas cher. 20 $ par mois et ça va bien. US, par exemple. Ici, qu'est-ce qu'on nous charge? 70 $ par mois, à peu près. Pour combien d'heures? 60 heures maximum. Donc, on se fait lessiver, mesdames et messieurs. Mais ça, c'est une question de demande, évidemment, donc d'économie d'échelle qui sont pas là actuellement. Exactement. Pour le bidirectionnel, malheureusement, ce n'est pas disponible ici présentement, mais aux États-Unis, on nous offre le service pour une cinquantaine de dollars. Puis, il y a des régions que ça peut être 60 $ par mois avec un coût d'installation de 200 $. Donc, ça devient très disponible partout. Et qu'est-ce qui est le fun, c'est que c'est ta couverture nationale partout, que tu sois caché dans le fond d'un petit coin des pas perdus, là, tu vas le pogner pareil, ton Internet. Donc, c'est vraiment génial pour ça. Un peu plus cher, mais c'est plus que du bon. Donc, le bidirectionnel, est-ce qu'on peut s'attendre à voir ça au Canada bientôt? Exactement. Quand? On ne peut pas savoir. Je sais que la compagnie EMS Technologies travaille beaucoup sur ça pour rendre ça disponible au Québec bientôt. La date, exactement quand, on ne le sait pas. Moi, j'imagine que ça va être dans les prochains 6 mois, mais on n'a pas de date exacte fixée. Donc, c'est très bien. Merci, Philippe. Donc, c'est à surveiller et c'est maintenant le temps de l'œuf de Pâques de la semaine.
L'œuvre de Pâques cette semaine, c'est dans le logiciel d'édition de page web FrontPage. Alors, on l'a ici, on a la version 2000 sous Windows. Je passe en mode pantin. C'est cela, fais ce que je te dis. Oui. Alors, tu appuies sur la touche Shift ou majuscule. Oui, Shift. Non, tu appuies dessus et tu gardes ton doigt dessus. Okay. Et ensuite, tu vas dans le menu Help, donc le menu d'aide. Tu cliques sur About. Oui, monsieur. OK. OK. Encore. Encore? Oui, encore. Ah, ça fait répétition pas mal, là, ça. OK. OK. Encore. Encore une fois. Donc, oh! Et à la troisième reprise, aux merveilles. Ça a l'air d'être le nom de tout le monde qui a développé l'application. Exactement, c'est l'équipe de développeurs de FrontPage 2000 avec un feu d'artifice et c'est extraordinaire. Une autre chronique utilitaire signée Côté 3Z. C'est le moment de dévoiler le nom du premier gagnant de la semaine de notre concours de macros pour Word et Excel. Alors, je vous rappelle les prix qu'il y a à gagner. Pour chaque semaine, nous allons remettre... Philippe, couché. Merci beaucoup. Nous allons remettre une souris sans fil et un clavier sans fil à une personne chanceuse que nous aurons tiré au sort. C'est offert par YSocier2000.com. Et à l'issue du concours, parmi tous les participants, nous allons déterminer quelle est la meilleure macro que nous avons reçue et nous allons offrir à cette personne très talentueuse un lecteur de CD MP3 également offert par YSocier2000.com. Alors, Philippe... Merci beaucoup. Le chanceux de cette semaine, c'est M. Yvan Forêt. Oui, on va dire de Montréal, Excel, qui nous a préparé une macro sur Excel. Oui, pour calculer les petits points dans le jeu de Yam. Yam, c'est ça, donc le fameux jeu de dés. Ouais. Donc, bravo, M. Forêt. Et donc, continuez de surveiller ça la semaine prochaine où on va dévoiler un autre finaliste. N'oubliez pas, en terminant, de visiter notre site web à www.kt3z.com avec une toute nouvelle section discussion, une section de bavardage, de clavardage exploitée par Infinité. Et la semaine prochaine, surveillez bien un sujet assez intéressant, un grand match comparatif entre les Titans, le Pentium 4 et le Athlon Thunderbird. Salut bien, merci Philippe, à la semaine prochaine. Ciao!